Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct, votre chaîne de proximité avec au menu ce soir. On va parler musique avec un groupe montpelliérain, il s'appelle 7 et Match, groupe de rap avant tout, avec plusieurs dates. Ils font quelques tournées un peu partout en Europe et en Languedoc-Roussillon. Ils vont jouer à domicile, ce sera à la salle Victoire 2 et ce sera notamment ce week-end, ce samedi boom, c'est ça? C'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Bonsoir, avec un nouvel album justement, qui va bientôt sortir. Ouais. Il s'appelle comment cet album? Il s'appelle Tudo Bem. Tudo Bem. Tudo Bem, qui veut dire tout va bien en brésilien. Tout va bien, nous aussi tout va bien. Pareil pour la fête du pois chiche, une nouvelle édition pour les organisateurs. C'est près d'Uzès, à Montaran, vendredi, samedi, dimanche. Il y aura Alexandre sur le plateau qui est avec nous pour nous parler de ce joli festival qui se déroule donc près d'Uzès. 12 groupes seront là pour de la musique pour tout le monde et on va pouvoir déguster aussi des pois chiches, si je ne dis pas de bêtises. Entre autres, le pays des pois chiches, c'est à Uzès. C'est Montaran. Montaran est la capitale du pois chiche. Eh ben voilà, on apprend pas mal de choses et c'est dans le Gard, c'est super beau, un bel endroit. Également, une plume, une écrivain sur le plateau, Catherine Ganec, elle n'adore pas Palavas, elle s'y est installée, c'est une Parisienne. Mon petit trognon potelé, c'est aux éditions justement First, elle sera à la Comédie du Livre, elle est sur notre plateau, Catherine, pour nous parler de son dernier ouvrage sur TV Sud, pour parler un petit peu de tout, des expressions d'antan. Vous allez voir ça dans un instant. Les chroniqueurs sont avec nous, la chronique Fighting dans un instant, on va parler musculation, plus que jamais avec un gel révolutionnaire, et puis on va parler de la chronique science. Retour au XVIIe siècle avec vous, Christian, bonsoir. Absolument, avec moi et mon invité Yves Demaz, donc, que je présenterai tout à l'heure, que l'on connaît aussi, où je présenterai un petit peu d'histoire des sciences. L'histoire des sciences, et puis avec Yves, avec son dernier ouvrage qui se déroule toujours à Montpellier, plus que jamais. Toujours à Montpellier, avec pour épicentre la tour de la Babotte, qui est au XVIIIe siècle, qui est particulier. Bon, retour en histoire, hein. On va réviser l'histoire ce soir. Absolument. On révise un peu ces classiques pour Kezaki, le jeu avec TV Sud dans un instant. Je vous rappelle notre invité Fil Rouge, je ne l'ai pas présenté. Lui organise un bel événement, c'est avec TV Sud. Ce sera le printemps des comédiens. Ça va commencer très très bientôt. Il est avec nous, c'est Jean Varela. Bonsoir Jean. Bonsoir. Directeur du printemps des comédiens. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez Kezaki? Bien sûr. Oui, c'est ça, ouais. Regardez ce que c'est. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port-Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Jusqu'au 30 juillet avec TV Sud pour gagner plein de cadeaux. Et du 4 au 30 juin, ça se passe au Domaine d'Eau, le site du Conseil général au nord de Montpellier, pour le printemps des comédiens. Avant de parler de ça, on va parler de l'événement du jour. Évidemment, le premier mariage gay de France, on l'a vécu tout à l'heure en direct, la cérémonie sur TV Sud. Vous avez eu le temps de regarder la cérémonie, Jean Varela? Non, j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une journée importante pour vous ou pas? Ah oui, moi je suis très heureux quand les droits des citoyens progressent. Donc je souhaite beaucoup de bonheur aux mariés. Et dans le même ordre d'idées, je serais très heureux si le gouvernement mettait en place le droit de vote des personnes étrangères aux élections locales. Ça se fera peut-être apparemment après 2014. Aujourd'hui, un grand progrès. Et il faut que ce gouvernement de gauche aille plus loin dans les promesses qu'il a faites et que le droit de vote des personnes étrangères soit mis en place. Bon, il y a déjà une promesse, le mariage homo, c'est fait. Catherine, votre réaction? Moi, je dirais comme Jacques Lang, vive l'amour, vive la vie. Très bien. Vous savez l'imiter, Jacques Lang, ou pas? Non, pas vraiment, mais je vais m'entraîner pour une prochaine fois. Bon, Christian, vous avez suivi un peu la cérémonie ou... Ici, là, en direct sur le plateau, là, c'était un grand moment d'émotion, effectivement. Dommage qu'on ne pouvait pas y être sur place, mais enfin, avec vous et l'équipe de TV Sud, on a suivi ça, c'était véritablement exceptionnel. Voilà, 200 journalistes qui étaient là, on venait du monde entier, Al Jazeera, CNN, plus que jamais. Tout à fait, 250 journalistes, il me semble, 70 chaînes TV, quelque chose comme ça, il me semble. Hein. Voilà. Ça fait quand même pas mal de monde. Énormément. C'est un beau mariage people en plus. Plus que jamais. Plus que jamais, absolument. Bon, Boone, que vous n'avez pas suivi cette cérémonie Non, je ne l'ai pas spécialement suivi. Moi, je suis plutôt content. Enfin, on a failli passer à côté cette décision-là. On est, je pense, un des derniers pays à l'avoir fait. Et, mais je pense qu'il serait temps de passer à autre chose quand même. Là. Place à la musique. Oui, ou aux vrais problèmes de société, quoi, parce que... Je pense qu'il y a vraiment de vrais problèmes de société à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'on a un peu trop parlé de ça et qu'il s'agit de... Maintenant, il faut passer à autre chose, aux vrais problèmes, quoi. Bon, ça c'est fait.
Voilà. Hein, si on passe au printemps des comédiens, donc c'est donc du 4 au 30 juin plus que jamais. C'est avec TV Sud. Vous avez remplacé Daniel Bedos depuis 3 ans. Vous avez pris vous l'avez remplacé. Alors vous êtes directeur du printemps des comédiens. Vous occupez de Sortie Ouest ou le Béziers Ouest? Sortie Ouest à Béziers, qui est l'autre domaine départemental que le Conseil général a voulu pour rééquilibrer l'offre culturelle en faveur de l'ouest du département. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de jaloux, mais le domaine d'eau reste le navire amiral de la politique culturelle départementale. Mais les Biterrois sont les bienvenus à Montpellier. Ils sont les bienvenus, et les Montpelliérains sont les bienvenus à Béziers, puisque pendant le printemps des comédiens, un des spectacles phares se tiendra en région bitéroise. Le cirque Resposo sera implanté sur la commune de Nissas-les-Anserrunes, 8 représentations, avec des bus qui partiront de Montpellier jusqu'à Béziers, et le retour compris. Vous organisez bien les choses, hein? En tout cas, c'est une réflexion de l'aménagement culturel du territoire au service des Héroltais et puis des spectateurs venus de partout. Alors présentez-nous justement cette nouvelle édition, je crois que c'est la 27e, entre théâtre, ciné, musique, cirque. C'est le printemps des comédiens, c'est plusieurs jours de fête, c'est un rendez-vous qui se veut populaire au domaine d'eau. C'est un rendez-vous qui est rassembleur, populaire et en même temps qui est un rendez-vous autour de la création et de l'exigence artistique, puisqu'on se situe dans ce qu'on appelle le service public de la culture et on appelle des créations avec Cyril Test sur un spectacle qui allie théâtre et cinéma, avec le cinéaste Jaco Van Dormel et la chorégraphe Michel Andemé pour un magnifique objet artistique qui va ouvrir le festival à partir du 4 juin, donc Kiss and Cry. Il y aura aussi la création de Jean Bellorini, qui est un des metteurs en scène d'une trentaine d'années, mais dont on parle beaucoup, qui a montré cet hiver à Montpellier Parole gelée de Rabelais, et qui là vient créer dans le bassin, qui est un des lieux emblématiques du domaine, l'Ilium, une pièce de Molnar, une pièce foraine. Et d'ailleurs, on a reconstitué une véritable fête foraine dans le bassin avec manège, tir, auto-tamponneuse, où les spectateurs seront accueillis pendant 1 heure avant le lever de rideau, et puis le spectacle très populaire, très joyeux, se nourra dans cet espace. Il y a d'autres événements avec la venue pour la première fois à Montpellier de l'immense metteur en scène allemand Thomas Ostermeyer, qui met en scène les revenants, le retour de James Sieré, qui était venu l'an dernier à Graoul, qui présentera Tabac Rouge. Et enfin, un moment très très fort, c'est l'arrivée du Berliner Ensemble, une des troupes les plus emblématiques du monde du théâtre, qui viendra présenter le Richard II de Shakespeare, mis en scène par Klaus Peymann. Et puis, puisque vous disiez qu'on est une journée people, un événement, avec pour la première fois au théâtre, Isabella Rossellini, qui donnera à entendre des textes de Jean-Claude Carrière, Bestiaire d'amour, la vie sexuelle des insectes, comme elle le fait pour ces petits films qu'on a pu voir sur Arte. Elle sera là, sous l'œil de Muriel Mayette, à nous dire, à nous raconter, à nous montrer cette vie sexuelle des insectes, tout un programme donné par cette immense personnalité qu'est Isabella Rossellini. Je voulais aussi vous dire qu'il y a une nuit électronique le 22 juin dans le bassin. Pour les jeunes, ça c'est important, comme ça il y a tous les publics. Avec le père de la musique électroacoustique, Pierre-Henry, et on a rassemblé autour de lui des jeunes créateurs, des jeunes DJ qui sont complètement issus de sa force créative. Il y aura Étienne de Crécy, Nicolas Cuer, Alex Goffer, pour toute une nuit en partenariat avec la Villa Rouge, Agnès B, qui se déroulera dans le bassin, donc de 22h jusqu'à très tard dans la nuit. Est-ce que c'est pour renouveler les festivaliers? Vous avez des habitués ou chaque année vous savez, quand on va à un concert de Pierre-Henry, on a les générations qui ont connu en 68 la création de Messe pour un temps présent à Avignon, qui sont maintenant des barbes blanches, et on a des très jeunes, parce que c'est un homme rassembleur, c'est un homme qui a une telle force de création qu'il rassemble les publics. Et si ça peut contribuer à renouveler le public, comme on le fait d'ailleurs cette année, nous proposons un tarif à 8 € pour les gens jusqu'à 25 ans, pour tous les spectacles, sans restriction de jauge ou de moment de réservation. Donc oui, j'espère renouveler le public, oui, j'espère prouver que la création dramatique, le théâtre, s'adresse aussi aux jeunes gens. Alors, vous mettez beaucoup l'accent sur le théâtre, évidemment, mais beaucoup aussi sur les images, la vidéo, le cinéma. Oui, Hollywood. il y a toute une réflexion qui traverse le théâtre depuis plusieurs années. C'est la rencontre sur le plateau de la vidéo, du théâtre, des arts plastiques et les spectacles dont je vous parlais, Kiss and Cry, Nobody, mais également le Orlando, mis en scène par Guy Cassirs, montrent tout à la fois des artistes sur le plateau en direct
et un travail de vidéo et de création. Et je pense que ces objets-là vont mener très loin la poétique, vont mener très loin la réflexion sur l'interpluridisciplinarité au plateau. Alors Kiss and Cry, c'est l'ouverture du festival. Alors c'est quoi? Vous allez reconstituer un studio de cinéma? C'est un spectacle de bricoleur de génie, Jaco van Dormel, qui a fait Toto le héros, Le 8e jour, cet immense réalisateur, qui a mis sur le plateau des objets miniatures, comme des maisons de poupées. Et dans ces maisons de poupées, il nous raconte une histoire. La vie de Gisèle, qui va connaître 5 histoires d'amour tout au long de son existence. Et pour figurer dans ces maisons de poupées les personnages, c'est la chorégraphe Michel Andemé qui travaille avec ses mains et qui figure par la poésie, la sensualité de ses mains et de ses doigts, les personnages de cette histoire. Et le coup de génie, c'est que Jaco van Dormel utilise son art, le cinéma, pour filmer ce montage qu'on voit fabriqué au plateau. Il filme, étalonne, réalise et projette en direct sur le devant du théâtre le film de Kiss and Cry, de l'histoire de Gisèle. C'est tout à fait extraordinaire, à la fois par la poésie que ça dégage et par la virtuosité technique que l'équipe artistique arrive à mettre en scène, là, immédiatement, du cinéma réalisé en direct sur un théâtre. Ça, c'est une ouverture de festival, hein? Oui. Toujours au Domeno. Un mot sur le cirque Goldini aussi, ça c'est... Ah, ça, ce sont les petits spectacles c'est votre coup de cœur, à voir à 18h. Ce sont des spectacles rassembleurs qu'on peut voir dans le parc, assis dans l'herbe. Il y a la famille Goldini. C'est un duo tout à fait exceptionnel qui travaille les portées, sauf que les rôles sont inversés. C'est la dame qui porte le monsieur et ils ont eu des prix partout dans les grands festivals. C'est un spectacle très engagé politiquement, très engagé physiquement, qui donne une magnifique énergie. Il en est de même pour Forest, le spectacle de Jérôme Thomas, qui est un de nos grands jongleurs, un de nos grands penseurs du cirque actuel, qui va jouer 6 fois. Il y a aussi la venue, voilà un coup de cœur d'Opus, la compagnie australienne, qui sera là avec le Quatuor Debussy au plateau pour un spectacle de portées, 14 artistes qui vont travailler sur les portées de corps dans une grande poésie de cirque, de chorégraphie. Et puis, un des coups de cœur, c'est également, bien sûr, le Cyrano de Bergerac, mis en scène par Jo Lavaudan, parce que le rôle du Printemps des comédiens, c'est d'aller vers la création, mais c'est aussi d'être un outil de passage, de transmission du répertoire, faire connaître aux jeunes générations les grands textes du répertoire. Et s'il y en a un qui inonde notre imaginaire collectif, c'est le Cyrano de Bergerac de Rostand, que Jo Lavaudan mettra en scène pour 3 représentations dans l'Amphido. C'est quand? Les dates? C'est aux alentours du week-end du 15 juin. Puis vous allez sur printemps-des-comédiens.com, il y a tellement de choses à dire. Il connaît tout par cœur, hein, Jean, hein? Impressionnant. Printemps des comédiens, théâtre, ciné, musique, cirque, 27e édition au Domendo à Montpellier. Vous restez avec nous, on va continuer à parler de ce beau festival avec TV Sud. On continue les amis, les ADD, avec la chronique science de Christian. Alors on va parler de GPS, retour au XVIIe siècle. Absolument. Que le GPS existait à l'époque. Ah, oui, effectivement. Alors je me suis plongé et j'ai eu l'occasion de découvrir ça au travers donc d'un roman d'Yves Demaz. Et effectivement, la cartographie et le GPS, tout le monde connaît les stratégies pour pouvoir identifier, se retrouver. Eh bien, c'était des technologies qui existaient déjà donc de façon empirique. Et au XVIIe et au XVIIIe siècle, il y avait des stratégies et des technologies qui permettaient donc de cartographier. Et il se trouve que nous avons des instruments qui s'appellent des quarts de cercle. Il y en a un à Montpellier qui a servi à cartographier la région Languedoc-Roussillon. Yves, raconte-nous. Tout à fait. À partir du début du 18e, a été élaboré, a été constitué un GPS un petit peu particulier qui fait partie du patrimoine scientifique de Montpellier et dont je me sers dans mon roman au travers des péripéties historiques qui sont arrivées, parce que à cette époque-là, quand les gens voyaient, les paysans notamment, voyaient des gens dans la campagne avec un instrument qu'ils ne connaissaient pas, pointé un peu vers le ciel, un peu vers la terre, ces gens-là ont été pris à partie en pensant que c'était des sorciers qui allaient attirer des désastres écologiques, on dirait maintenant, sur Terre. Alors donc, ce n'était que l'ancêtre du GPS, quoi. Alors c'était en fait le GPS de l'époque, puisqu'il avait permis ce qu'on appelle la cartographie du diocèse et même la cartographie du territoire, avec les cartes comme la cartographie de Cassini, qui était un grand astronome. Et donc, tout mon roman est basé sur la science qui a été mise en place autour de la tour de la Babotte au début du XVIIIe siècle, puisqu'elle constituait le siège emblématique de la Société royale des sciences de Montpellier, qui, si elle n'avait pas la notoriété de la faculté de
de médecine de Montpellier a joué quand même un rôle important, puisqu'à l'heure actuelle, on a à Montpellier des rues qui portent le nom d'astronomes montpelliérains célèbres comme de Plantade, de Ratte, d'Anisy, etc. Absolument. Et puis, et qui plus est, en plus, alors, avec toute cette utilisation de la science, de la technologie, on fait des allers-retours dans son roman où on retrouve toujours des notions de police technique et scientifique. Et ce GPS, effectivement, il faut savoir qu'il y en a un sur Montpellier, il avait été fait par Langlois, qui était un ingénieur du roi. Alors, je ne sais pas si on a une image de ce GPS. On l'a vu tout à l'heure. Il existe encore, on peut le voir. Il existe tout à fait. Sur Montpellier. Il est au musée. Il faut montrer patte blanche quand même. Oui. Lorsqu'on me l'a montré, il a fallu que je donne une pièce d'identité. J'étais accompagné d'un astrophysicien, on a regardé... Yves Desmazes, écrivain, ça ne suffit pas. Ah non, il fallait quand même montrer patte blanche, et en fait il n'est pas accessible à tout le monde, c'est dommage, parce qu'on a là des pièces qui ont une valeur patrimoniale forte. Alors il est où justement Il est à la fac des sciences, on va dire. Fac des sciences, voilà. ok. On m'a dit de ne pas indiquer très bien, dans mon fallait rien roman dire. exactement, parce que comme il a une valeur patrimoniale forte, elle pourrait susciter des intérêts. Bon, c'est à Montpellier, voilà. On rectifie. C'est à Montpellier, donc effectivement, tout ce système de cartographie, et il faut savoir, comme je le disais, que ce GPS avait été utilisé, enfin ce système qui s'appelle un quart de cercle mobile, qui date de 1736, a été utilisé pour cartographier la région Languedoc-Roussillon à l'époque. Tout à fait, à travers des péripéties, comme je l'indique, un petit peu particulières, et même ce GPS, ce quart de cercle, a une particularité, c'est que pour qu'on puisse en faire une lecture très fine, on a utilisé un cheveu pour lire les graduations. Là, le cheveu, je ne veux pas déflorer le sujet, mais c'est quelque chose de nos jours qui a une valeur en termes d'ADN, par exemple, très importante, dont je vais me servir dans mon roman. Voilà. Alors donc, il faut savoir qu'on n'a rien inventé avec le GPS, ça existait déjà. Et ces systèmes de cartographie, c'est tout simplement basé sur de la triangulation. Quand on se triangule avec un GPS, c'est au moins 3 signaux qui viennent de 2 satellites. Maintenant, même 2 signaux suffisent. Ces 2 signaux permettent de nous positionner de façon très très fine. Avec ce quart de cercle, eh bien, ils visaient des étoiles, ils visaient l'horizon, et puis ils essayaient de trouver 3 positions pour essayer de trouver exactement leur position. Et tout ça, vous utilisez cet instrument, vous en parlez dans votre dernier ouvrage. J'en parle dans mon roman, je parle un petit peu de l'utilisation historique qui en a été faite, des difficultés d'utilisation, de ce que ça a apporté en termes de meilleure cartographie du territoire, parce qu'il faut savoir que jusqu'à cette époque-là, on faisait une cartographie qu'on appelait à l'estime. C'est-à-dire qu'on savait qu'à cheval, on mettait tant de temps pour aller d'un point à un autre, et donc on compilait un petit peu les distances de cette façon. Le problème, c'est que plus on s'éloignait du point de départ, plus grande était la distorsion. Et donc, on s'est servi de ce quart de cercle pour mieux définir les territoires et pour mieux définir également qui devait payer des impôts à telle ou telle personne. Ce qui a suscité également pas mal de problèmes à l'époque. C'est un sacré boulot quand même, parce que voilà, c'est un travail d'enquête, c'est un retour en arrière, il fallait des archives, il fallait que ce soit accessible, il fallait trouver ce fameux GPS. Comment vous avez fait Effectivement, je travaille beaucoup sur l'histoire, puisque la moitié des chapitres dans mon roman ont un rapport étroit avec l'histoire de la Babotte. L'autre partie est davantage axée sur la police scientifique de nos jours, dont il y a 2 enquêtes en parallèle, avec des éléments patrimoniaux importants, puisque Montpellier, quand même, au niveau du patrimoine, a encore des vestiges qui sont relativement importants, même s'ils ne sont pas tous axés que sur la médecine. Et alors donc, Yves, votre titre du livre, Le Vaisseau Céleste. Le Vaisseau Céleste, parce que la tour de la Babotte était à l'époque considérée un petit peu comme un vaisseau céleste. Pourquoi? Parce qu'il y avait des instruments d'astronomie qui étaient pointés vers le ciel. Et notamment ce quart de cercle qui permettait... Ce quart de cercle. Pourquoi céleste aussi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les jésuites jouaient un rôle très important. Et donc, tout ce qui était fait, je ne vais pas dire que ça avait un lien avec la religion, mais... tous les scientifiques qui ont présidé aux destinées de la science à la tour de la Babotte avaient fait leurs études chez les jésuites. Bon, c'est compris l'histoire, Boom, pour le GPS. Parfaitement. Il n'y a plus de secret pour vous, pour venir à TV Sud, vous vous embêtez plus, hein? Non, c'est intéressant. De toute façon, il faut savoir que même si on est en manque de piles, il s'agit de trouver un quart de cercle, on arrivera toujours à trouver son orientation et sa position. Eh bien, très bien. Moi, j'ai mon GPS, je vais peut-être les garder celui-là. Le Vaisseau Céleste, c'est votre 6e roman? Tout à fait, 6e roman. Toujours sur Montpellier, voilà, toujours sur Montpellier, toujours avec le même personnage récurrent, toujours en mélangeant l'histoire, le patrimoine et la police scientifique. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On continue à parler du printemps des comédiens et notamment de la fête du pois chiche. Bel événement du côté du ZES. À tout de suite.